Je suis en compagnie de Rosemary Sanz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la coordinatrice du département anglais, puis deux étudiants sont avec nous. D'abord vous, Alban Sichel, bonjour. Bonjour. Étudiante en première année. Et une autre étudiante en première année, Claire Dauchy, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les trois d'être venues, toujours avec les questions que vous pouvez continuer à nous envoyer en direct sur les réseaux sociaux, sur les différents chats. On les consulte, ces questions, et on y répond tout au long de nos différents entretiens. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Rosemary, est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes épreuves de langue qui sont proposées aux candidates et aux candidats de l'essai? Oui, en fait, donc il y a deux épreuves, une épreuve LV1 et LV2. Toutes les épreuves sont sur le même rythme. En fait, il y a 3 temps dans chacune des épreuves. Dans une première partie, c'est le candidat qui est au centre, qui donne sa présentation du texte qu'il a étudié. La deuxième partie, c'est les questions-réponses entre le jury et le candidat, donc sur l'article qu'il a présenté. Et un troisième temps un peu plus libre, c'est une conversation sur des sujets qui sont puisés dans une banque de questions commune encore à toutes les langues, où le candidat doit développer un petit peu, doit réagir à des questions diverses, donc sans préparation. Ça peut être quoi comme questions, par exemple, qui sont posées? Ça peut être des questions d'ordre sociétal, éthique, par exemple, ou sur la culture. C'est jamais un test de connaissance, mais plutôt une question où on peut prendre position. On aime bien que le candidat développe une argumentation pour une position sur le sujet. Ça veut dire que si ce n'est pas un test de connaissance, si on n'est pas bien sûr d'avoir compris le sujet, on peut poser des questions pour repréciser avec bien sûr, oui, tout à fait. On peut toujours, et puis on a même le droit de dire qu'on ne connaît rien à ce sujet-là et demander une autre question. On peut peut-être le faire une fois, mais pas chaque fois. Mais il est tout à fait légitime que le candidat peut être même mal à l'aise avec une question et souhaite répondre à autre chose. Donc là, il n'y a pas de... On n'essaie pas de mettre le candidat en difficulté, en effet, avec ces questions. Quelle va être la durée de ces différentes épreuves de LV1 et de LV2? Oui, LV1, c'est une épreuve d'environ 30 minutes, c'est-à-dire que le candidat a 30 minutes de préparation. Et en principe, le jury va le garder entre 25 et 28 minutes. Pour la LV2, c'est 20 minutes de préparation et l'entretien durera 17-18 minutes en moyenne. D'accord. Et donc, sur ce découpage, la présentation, par exemple, combien de temps il faut qu'elle dure? C'est 3 tiers à peu près. Donc, sur LV1, on compte sur une présentation de 7-8 minutes maximum. Et en LV2, c'est plutôt 5-6 minutes. Et c'est une présentation en continu ou il y a des questions de relance de la part C'est une présentation en continu. En fait, pour la LV1, le candidat doit rendre compte en fait, du sujet, du grand thématique de l'article et ensuite développer un commentaire assez fourni où il peut élargir. En effet, il peut utiliser l'article comme tremplin pour aller vers d'autres sujets, orienter le sujet comme il le souhaite. Et la grande spécificité de cette partie de l'entretien à l'ESSEC, c'est que le texte est en français. D'accord. En LV1, donc ça peut surprendre un petit peu. Donc, quelle que soit la langue, le texte sera d'un journal français. Donc, cela oblige le candidat d'avoir tout le vocabulaire, toutes les structures nécessaires pour structurer ses propos. Mais d'un autre côté, la compréhension, en principe, est assez rapide. Donc, le résumé doit être assez court et le commentaire plutôt fourni. Et c'est plutôt le contraire en LV2, où l'article est dans la langue ciblée. Et donc là, c'est plus l'exercice de compréhension. Le candidat doit pouvoir démontrer qu'il a compris le texte dans la langue et qu'il est capable de reformuler sans avoir cité, copié-collé en quelque sorte le texte. Donc il a moins de temps pour développer ses propres idées et c'est ça qui ressort dans la deuxième partie où le jury va poser des questions plus sur le contenu qui vont lui permettre de développer un commentaire, tandis qu'en LV1, le candidat donne les éléments au jury pour réagir et poser des questions d'approfondissement et de développement. Quel est le niveau qui est attendu de la part des candidates et des candidats? Oui, en fait, ce n'est pas un test de niveau. Ce n'est pas un examen vraiment non plus, c'est un concours. Donc les candidats sont classés les uns par rapport aux autres. En général, le niveau théorique est entre B1 et C2.
mais ce n'est pas le niveau qui va forcément déterminer la note. Il y a des candidats qui ont un niveau théorique B1, qui sont très capables de naviguer à l'intérieur de leur niveau, peut-être avec des phrases plutôt simples, mais qui s'expriment bien, qui arrivent à enchaîner, qui construisent un discours et puis qui rentrent vraiment en communication avec les jurys, et des candidats qui ont un niveau un peu plus élevé, mais qui restent un petit peu plus coincés, moins à l'aise, voilà, ou qui ne développent pas de la même façon. Donc le niveau, bien sûr, est important, mais ce n'est pas forcément le facteur principal de la note finale. C'est quoi, du coup, les différents facteurs de notation? Nous avons une grille de notation qui est encore commune à toutes les langues pour LV1 et LV2. Bien sûr, les principaux facteurs sont les facteurs linguistiques, vraiment la forme, donc la grammaire, vocabulaire, aussi la prononciation. Et il y a aussi des éléments de communication qui sont évalués également. Qui vont être justement les examinateurs et examinatrices au moment de ces oraux de langue vivante? Pour la plupart, ce sont des professeurs de langue de l'ESSEC, qui sont donc les locuteurs natifs pour la plupart. Il y a aussi quelques professeurs de classes préparatoires grandes écoles qui nous rejoignent, des professeurs à la retraite et quelques universitaires. Et c'est obligatoire de suivre une LV2? Absolument, oui. Donc tous les candidats ont présenté 2 langues au concours à l'écrit, donc ils font les mêmes langues à l'oral dans le même sens. C'est-à-dire leur LV1 à l'écrit, ce serait leur LV1 à l'oral. L'anglais étant la seule langue obligatoire, donc si le candidat n'a pas fait LV1 anglais, et c'est le cas en fait 85% des candidats présentent LV1 anglais, les 15% autres doivent présenter l'anglais en LV2. Quelle est la posture à adopter, selon vous, face au jury? Vous parliez de l'idée d'être ouvert, de montrer qu'on réfléchit. Et c'est intéressant ce que vous disiez. Il ne faut pas être une bête dans la langue en question, mais il faut réussir à s'exprimer, à transmettre sa pensée avec le vocabulaire qu'on a. Oui, c'est ça. Bon, c'est facile à dire, soyez vous-même, mais bon, c'est le conseil qu'on donne toujours. C'est pas évident. On comprend qu'il y a bien sûr beaucoup de stress lié à ce grand événement, mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus essayer de séduire le jury non plus. Il y a un candidat dans le passé qui m'avait dit qu'on lui avait conseillé, lui, d'imaginer qu'il rencontrait ses futurs beaux-parents pour la première fois. Et je trouve que ça, c'est un bon conseil parce que, bien sûr, on veut plaire, en quelque sorte, on veut faire bonne impression, mais d'un autre côté, on ne cherche pas à tromper sur la marchandise. On doit être quand même soi-même. Donc, rester ouvert et savoir surtout que le jury n'est pas là pour les piéger. Qu'en fait, il n'y a pas de questions pièges, ils ne vont pas essayer de mener le candidat en difficulté. Et donc, voilà, d'essayer de se détendre et de jouer le jeu de l'entretien, surtout. Rester aussi dans un registre formel. Être un peu trop familier, ça revient presque à tutoyer le jury, si on parlait en français, par exemple. Donc, il ne faut pas non plus essayer de créer une connivence, voilà, c'est ça. Voilà, il n'y aura aucune complaisance entre le jury et le candidat. Donc, on doit vraiment garder cette distance, ce registre, tout en restant ouvert. Voilà, donc c'est vraiment un exercice un peu difficile. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des questions personnelles? Est-ce qu'il faut préparer une présentation en quelques mots de qui on est? Si le candidat passe du temps à préparer une petite présentation personnelle, il sera frustré le jour de l'entretien parce qu'il n'y a pas de place dans le format que nous proposons pour ce genre d'exercice. Bien sûr, dans la troisième partie, s'il y a une question, par exemple, qui porte sur la culture ou le sport et que le candidat a eu une expérience qui est pertinente dans ce domaine, il peut bien sûr parler de son expérience personnelle, mais sinon, non, il n'y aura pas de questions sur la motivation ni sur le parcours du candidat. Et si un candidat commence sa présentation en se présentant en quelques mots, il sera vite coupé. Voilà, c'est ça. On va lui dire, voilà, ce n'est pas, c'est pas le moment. Il a tout le temps, lors du jury de motivation, de parler de lui et de ses projets. Alban, Claire, je disais, toutes les deux, vous êtes étudiantes en première année. On va explorer un petit peu avec vous comment vous l'avez vécu, ce concours. Je commence avec vous, Alban. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Alban. Je viens de prépa littéraire BL. Et j'ai passé comme langue à l'ESSEC l'anglais et le latin en LV2, ce qui est un peu original. Et j'ai plutôt bien vécu mes oraux de langue, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, je suis à l'ESSEC aujourd'hui.
Et si je pouvais revenir sur, par exemple, mon oral d'anglais, je dirais que ça déstabilise beaucoup d'avoir un texte en français. C'est la particularité de l'ESSEC et c'est une chose qu'il ne faut pas sous-estimer. On peut penser que c'est plus simple d'avoir un texte en français, mais moi, je trouvais ça plus compliqué. Parce qu'on ne peut pas se saisir du vocabulaire. Exactement, et notamment pour le résumé, c'est du coup difficile de trouver les mots justes pour retransmettre la pensée du texte. Et souvent, le texte est plus long que dans les autres écoles, vu qu'il est en français. Donc c'est un peu mon ressenti que j'avais des épreuves. Par rapport à ces oraux-là. Et c'est intéressant, vous me disiez latin du coup au concours. Oui. Là, on imagine que l'épreuve est un peu différente. On n'attend pas du candidat ou de la candidate de parler latin. Oui, exactement. Vraiment, à quoi ça ressemble du coup l'épreuve de latin? Alors l'épreuve est en français et le texte est en latin. Donc il n'est pas en français, il est en latin. Donc c'est une version. On a 15 minutes de préparation à l'ESSEC et on doit traduire un texte et proposer un commentaire de ce texte. Donc c'est un temps qui est très court pour ce qui est demandé. Donc il faut traduire le plus vite possible. On a un dictionnaire qui est à notre disposition. Et il faut savoir en arrivant dans cette épreuve qu'on va jamais réussir à traduire tout le texte et à proposer un commentaire complet. Donc le but c'est de traduire le plus loin possible ou de chercher le plus de mots pour pouvoir finir de traduire à l'oral et d'avoir par exemple une problématique pour ensuite improviser un commentaire. Parce que le commentaire va plus être une discussion avec l'examinateur qu'un réel commentaire comme on peut proposer en anglais. Les jurys en langue morte savent qu'on va pas avoir le temps de creuser longuement notre commentaire ni notre traduction. Donc ils s'attendent plutôt à une discussion où on leur propose des idées avec quelques analyses plutôt qu'un commentaire forcément très construit comme on peut attendre dans les autres langues vivantes. Et le texte, il faisait quelle longueur à peu près? Il fait environ 5-10 lignes, pas plus. Et il est souvent quand même assez court et il est beaucoup moins difficile que ce qu'on peut trouver à l'écrit où on a beaucoup plus de temps pour traduire. Là, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de traduire très vite sans proposer une très belle traduction forcément, mais de comprendre vite un texte dans une autre langue. L'essence du texte. Voilà, exactement. C'est intéressant cette notion de langue ancienne. Rosemary, il y a quoi d'autre comme langues qui sont disponibles en langue ancienne? Le grec aussi? Langue ancienne, oui, c'est grec. Voilà, latin et grec. Oui. Je pense que la plupart des candidats en langue ancienne présentent le latin. D'accord. Il y a combien de... Ça peut être un choix stratégique, j'imagine qu'il y a peu de candidats qui proposent... C'est surtout les candidats littéraires, en effet, comme Alban, donc c'est relativement limité, mais il y a quand même une bonne vingtaine, hein, je pense. Pareil, Claire, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, nous dire voilà, d'où vous venez, ce que vous avez fait avant l'ESSEC? Alors moi, je suis issue d'une classe préparatoire ECS, donc parcours un peu plus classique, et en LV2, donc moi j'ai passé espagnol. Voilà. Après moi je dirais que, je partage évidemment tout ce qu'a dit Alban. Moi concernant ma LV1, j'ai pas été tant déstabilisée au niveau du fait que l'article soit en français, mais au niveau du sujet qui était quand même assez pointu. J'étais tombée sur... alors c'était au moment du litige entre les pêcheurs britanniques et français. Et donc c'était un sujet que je ne maîtrisais pas parfaitement. Mais tout ça pour dire qu'on peut très bien s'en sortir en fait, en élargissant le sujet et en s'appuyant sur des connaissances qu'on peut avoir dans d'autres matières, que ce soit en histoire géo, en géopo, en ayant lu l'actualité, pour proposer des pistes de réflexion sans forcément avoir des réponses ou apporter des réponses fixes, mais soulever certaines questions qui peuvent aussi permettre au jury par la suite de s'en saisir lors de l'entretien. Donc l'idée c'est de pas faire toute une disserte sur la situation des pêcheurs, mais de se demander quels sont les enjeux qu'il peut y avoir derrière ces grands enjeux. C'est ça finalement, c'est aussi la capacité que vont avoir les candidates et les candidats à rattacher ça à des choses qu'ils maîtrisent plus, qu'ils connaissent plus. On attend aussi qu'il y ait 2 ans de classe préparatoire qui soient passés derrière, donc qu'il y ait du répondant sur le plan intellectuel, qu'on puisse rattacher ça à des grands domaines. Tout à fait, oui. Bien sûr sans exagérer trop, parce que dans la mesure où il ne faut pas qu'il y ait juste un mot, par exemple le Brexit dans le texte, qui permettra au candidat de s'écarter de... Voilà, parce que il sera vite ramené à l'essentiel du texte. Donc le but, c'est pas non plus de faire n'importe quelle ouverture sur un détail dans le texte, mais quand même, exactement, je pense que Claire a très bien compris l'enjeu de son texte. C'était en effet de ne pas être un expert sur
l'industrie de la pêche, mais en effet, regarder peut-être de plus près les relations franco-britanniques aussi dans d'autres domaines, où en effet, elle va utiliser ses connaissances d'autres matières. Alban, comment on se prépare pour ces épreuves-là Qu'est-ce que vous aviez fait, vous, à quelques semaines comme ça de ces oraux? Alors, je pense que le plus important, c'est de faire des cols, pratiquer, faire des oraux, parce que ça reste un oral et c'est finalement ce qui est évalué. Donc, avant de creuser l'actualité, de faire du vocabulaire, il faut vraiment parler, et écouter et comprendre. C'est le plus important. Ensuite, il faut lire l'actualité fréquemment. Donc, pas forcément creuser des sujets très particuliers, mais avoir une bonne vision d'ensemble sur tous les thèmes qui sont d'actualité. Donc, il y a des incontournables aujourd'hui qui sont le Brexit, le Covid, savoir ce qui se passe dans les pays anglo-saxons. Donc, vraiment avoir une connaissance assez large de ces sujets-là. Et aussi savoir quelles sont les opinions peut-être plus traditionnelles sur ces sujets et quelles sont les opinions plus polémiques. Comme ça, parce qu'on peut tomber sur des textes qui sont polémiques et il faut savoir les reconnaître pour le citer et contrebalancer cette opinion. Donc c'est important d'avoir un panel de journaux avec des vues politiques différentes. Donc savoir aussi quelles sont les vues politiques des journaux, ça c'est très intéressant. Et après, ce qui peut être utile, c'est d'avoir une vue de la culture anglaise et américaine, que ce soit au niveau de l'histoire. Il y a des références historiques qui sont intéressantes pour comprendre des textes. Il y a certains textes aussi qui peuvent être plus historiques, donc qui sont de l'actualité, mais qui reviennent sur des faits historiques. Donc ça, c'est important à savoir. Et il y a aussi des textes culturels. Donc moi, j'étais tombée, par exemple, à l'ESSEC sur un texte sur Netflix. Et il fallait quand même connaître des séries actuellement, etc. Et montrer qu'on ne s'est pas non plus enfermé en prépa et qu'on sait ce qui fait partie de la culture anglaise aujourd'hui. Donc finalement, regardez Netflix intensément dans les semaines qui viennent, c'est le meilleur conseil. En VO, bien sûr. En VO. Ça aide vraiment de regarder des contenus en VO, ça peut être... Tout à fait. Je pense que pour se préparer, comme disait Alban, tout à fait, pour se préparer pour un oral, il vaut mieux écouter, regarder des émissions. Bien sûr, la lecture n'est pas exclue, mais il faut aussi surtout s'entraîner à parler. Donc si on peut peut-être se regrouper avec d'autres candidats et par exemple, essayer de parler pendant 1 minute ou 2 sur un sujet, en prenant un article au hasard ou un sujet au hasard, écouter les informations plutôt que de les lire et puis essayer de s'imprégner un petit peu des réflexes dans la langue. Je pense qu'aussi le jour des entretiens, un bon conseil, c'est de venir avec 1 ou 2 podcasts, un dans chaque langue, et de les passer avant de passer à l'oral. Parce que parfois, il peut y avoir 1 heure entre l'anglais, par exemple, et l'espagnol. Et une fois qu'on est sorti de l'entretien d'anglais, remettre ses écouteurs, écouter de l'espagnol pour ne pas que la première langue parasite, en quelque sorte. La deuxième, reprendre un petit peu le rythme de la langue qu'on va aborder prochainement. Je pense que c'est une bonne idée. Et aussi s'entraîner à les petites phrases, les petites conversations de tous les jours, parce que l'entretien commence dès l'instant où le candidat est accueilli par le jury. Avant de en lui donnant son texte, on va entamer une petite conversation et ça donne déjà une première impression de l'aisance du candidat avec la langue. Donc, juste pouvoir dire bonjour, comment s'est passé son trajet, voilà, les petites formules de politesse. Si ça peut être réflexe, déjà, on se sent déjà un petit peu plus à l'aise. Qu'est-ce qui vous paraît, Claire, le plus complexe dans ces épreuves? Qu'est-ce qui peut parfois désarçonner, dérouter? Alors d'abord, le sujet de l'article, je pense, parce que c'est vrai que le temps de préparation est limité. Et parfois, quand on tombe sur quelque chose qu'on connaît assez vaguement, on peut se sentir complètement perdu. Surtout, il ne faut pas se laisser faire. Je pense que ça, c'est un point des plus importants. Que peu importe le sujet de l'article, il faut tenter quelque chose, même si on se rend compte que c'est pas effectivement directement lié à l'article. Il faut essayer de le rattacher d'une certaine manière, il faut s'accrocher. Je dirais ensuite que c'est la gestion du temps, parce que aussi bien à la préparation que lors du commentaire, parce que c'est vrai que lors de la préparation, parfois, on se rend compte qu'on a mal géré son temps, donc on a des parties qui sont un peu disproportionnées. On se rend compte à l'oral parfois aussi que, alors soit on a trop à dire, soit on n'en a pas assez.
Mais donc je dirais qu'effectivement la gestion du temps, c'est l'un des points les plus importants de l'exposé. Vous voyez d'autres points, Alban, sur les choses qui ont pu vous déconcerter, vous, dans ce travail d'oral de langue vivante? Non, c'est vraiment la découverte de l'article et pas perdre de temps dès qu'on reçoit l'article. Il faut vraiment commencer directement. Surtout moi, ce qui m'avait un peu désarçonné, c'est qu'on est dans une salle avec des candidats qui préparent les oraux aussi, mais qui sont rentrés avant et qui rentrent après nous. Donc on a tous chacun notre temps, donc il faut rester bien concentré dans sa bulle sur son article avec sa gestion propre du temps et pas prendre peur si on voit le candidat qui est juste à côté de nous partir parce qu'il a pu rentrer avant, on ne sait pas ce qu'ils font, etc. Donc il faut vraiment s'y mettre dès qu'on a son article, aller très vite. Et ce que je conseillerais aussi, c'est de ne pas passer trop de temps sur le résumé, parce que c'est quelque chose, en plus comme le texte est en français, c'est quelque chose qui peut s'improviser à l'oral, d'autant plus que le texte est en français et on a le texte sous les yeux lorsqu'on parle. Donc il faut aller vraiment creuser sur le commentaire, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Est-ce qu'il peut y avoir, Rosemary, parfois un écueil des candidats de se dire, bah tiens, pour le résumé, il n'y a rien de mieux que tout écrire, comme ça je suis sûr qu'il n'y aura pas de faute de grammaire et je vais le lire. Le côté lecture, est-ce qu'ils sont habitués à ne plus faire ça ou est-ce qu'il y en a quand même qui essayent de lire un texte qu'ils ont écrit? C'est de plus en plus rare parce que je pense que les candidats écoutent nos conseils depuis quelques années. En fait, on déconseille d'écrire un script. Ce n'est pas l'exercice de lire une rédaction. Il s'agit vraiment aussi de rentrer en contact avec le jury et aussi juger un petit peu ses réactions. Si vous voyez par exemple que vous faites un commentaire et que le jury, ça les intéresse, à ce moment-là, comme disait Alban, soyez prêts à continuer d'improviser, à développer peut-être un peu plus cet aspect-là. D'un autre côté, si en effet les idées, vous êtes un petit peu à court d'idées, n'essayez pas de parler pendant 7 minutes juste en meublant avec n'importe quoi. Si votre commentaire est fini au bout de 5 minutes et demie, arrêtez là. Et le jury prendra le relais avec les questions. C'est mieux de ne rien dire que de ne rien dire. C'est marrant comme tournant, oui, effectivement, de parler pour rien, donc ça fait partie. Et est-ce qu'il y a, Marie-Science, selon vous, des pièges à éviter dans ces épreuves? On le dit, voilà, l'écueil de tout écrire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme piège? Apprendre 36 expressions et les placer coûte que coûte. Les fameuses expressions voilà, idiomatiques. les expressions toutes faites, les expressions idiomatiques qui ne sont pas... Bon, on peut utiliser une ou deux parfois, mais franchement, essayez de mettre une dizaine parce qu'on les a appris. Voilà, ça fait un discours très, très faussé, en fait, et ça ne donne pas, en effet, une impression d'un candidat qui est vraiment à l'aise avec la langue. Il y a d'autres comme ça, d'autres pièges qui peuvent arriver, des choses que vont faire les candidats et qui ne vont pas du tout, à l'inverse, peut-être avoir toujours la même tournure de phrase qu'ils essaient de mettre plusieurs fois. Oui, voilà, il y a aussi quelques candidats qui pensent que c'est peut-être un peu mignon d'essayer de retourner la question vers le jury. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le jeu de l'entretien, c'est pas au candidat d'interviewer le jury, donc n'essayez pas cette tactique. Je suis un petit peu surprise que vous n'avez pas parlé en fait de la troisième partie, parce que c'est là où en effet il n'y a pas de préparation, les questions peuvent être un petit peu tout et n'importe quoi, et on trouve que c'est là où la moitié des candidats sont plutôt stressés par cette partie parce que justement ce n'est pas préparé, ils ne savent pas ce qui va leur arriver, et d'autres qui écartent leur texte et qui se détendent en disant voilà, ça y est maintenant, on arrive sur la partie un peu plus sympathique. Donc je pense que cette partie parfois peut être un petit peu difficile à aborder pour certains candidats qui gèrent peut-être pas leur stress de la même façon. On va passer désormais aux questions. Vous pouvez continuer à nous envoyer sur les différents chats des réseaux sociaux pour aller plus loin et pour vous permettre d'y voir plus clair. Une première question sur les coefficients des épreuves. Quels sont les différents coefficients des épreuves de L1 et de LV2? Oui, donc il y a un coefficient 10 pour les deux langues, coefficient 6 pour LV1 et 4 pour LV2. Okay, donc les deux sont importants. On peut rattraper une petite performance en LV1 avec une bonne performance en LV2.
On nous demande également si la préparation de l'article d'un candidat se fait pendant qu'un autre candidat présente le sien. Alors, on a eu un peu des éléments de réponse. On n'entend pas quelqu'un parler en même temps. Non. En fait, il est vrai que peut-être la gestion des amphis est quelque chose qu'on pourrait revoir, parce qu'en effet, les candidats LV2 sont placés au même endroit que les candidats LV1. Oui. Donc, il se peut que les années venues peuvent être un petit peu déstabilisants. En principe, les entretiens sont rythmés sur les mêmes. Donc, normalement, il y a peut-être 1 ou 2 minutes où un candidat va rentrer un peu plus tard ou un peu plus tôt. Oui, c'est surtout en fin de journée où il peut y avoir des gros décalages en fonction du retard pris par certains jurys. Oui. Et du coup, il y a des gens qui peuvent rentrer dans la salle pour commencer à préparer et qui arrivent en décalé par rapport aux autres. Peut-être à ce moment-là, on met des écouteurs pour s'isoler un peu. Des podcasts. Oui, voilà, c'est ça, oui. Peut-être une question aussi qui intéresse les candidats, ceux qui nous regardent, de revenir peut-être sur cette dernière partie de l'épreuve. Comment l'appréhender, surtout sur la typologie de questions qu'il peut y avoir? C'est une inquiétude. Est-ce que c'est quel type de questions il peut y avoir dans cette dernière partie? Oui, en effet, si c'est une question. En principe, les questions demandent une prise de position. Donc, on demande vraiment quel est votre avis. Donc, il s'agit de prendre position. Et pas forcément en lien avec le texte. Pas forcément, voilà, c'est ça. Il n'y aura aucun lien avec le texte et il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise réponse. Le jeu de l'entretien est que forcément, un des jurys au moins va prendre la position inverse pour avancer le débat. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes trompé, vous avez donné une mauvaise réponse, voilà. Mais qu'en effet, il s'agit vraiment d'essayer de creuser, d'essayer de justifier sa position. On sait très bien que ce n'est pas forcément les vraies opinions des uns et des autres, c'est aussi un petit peu le jeu intellectuel d'argumenter. Et le candidat doit lui montrer sa vraie opinion ou s'il peut... Il peut s'il le souhaite, mais bien sûr, rien ne l'oblige de dire ce qu'il pense vraiment sur un sujet de... Il peut jouer un sorte de rôle, en effet. Quelle thématique, par exemple, que vous aviez eu, Alban, sur cette question? Alors, moi j'en avais eu une, je crois, sur la monarchie. Qu'est-ce que je pensais de la monarchie? Et j'avais également eu quelque chose sur le télétravail. Si je pensais que c'était une bonne chose ou non. Après, j'ai dû avoir d'autres choses, mais je m'en souviens pas spécialement. Claire, vous vous rappelez comme ça de thématique? Alors, pour l'anglais, moi, on m'avait demandé ce que je pensais des négociations à l'heure actuelle. Des négociations par rapport au Brexit? Par rapport au Brexit, voilà. On m'a même demandé, et ça m'avait un peu déstabilisée, si j'avais des recommandations. On m'avait dit, voilà, si vous pouviez vous adresser au gouvernement, spontanément, que pensez-vous, quelle est votre opinion dessus? Et en espagnol, on m'avait demandé, parce que au cours du commentaire, j'avais eu l'occasion en fait de parler d'un voyage que j'avais fait en Espagne, et donc le jury est revenu là-dessus et m'a demandé, effectivement, qu'avez-vous retenu de l'Espagne? Est-ce que c'est un pays qui vous tenterait plus tard? Pourquoi? Et voilà, donc des questions plus personnelles. Donc voilà, on essaie de creuser à la fois sur la capacité de réflexion et puis aussi sur les envies des candidates et des candidats. Merci beaucoup, Rosemary Sanz, Alban Sichel et Claire Dauchy d'avoir été avec nous.